Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est respirer. Quand on quitte ce monde, on expire. C'est-à-dire que du moment où on arrive sur cette terre jusqu'au moment où on la quitte, on est obligé de respirer pour vivre. La deuxième chose que le bébé fait, après avoir respiré et crié, c'est de téter le sein de sa mère et de se nourrir. Et quand il a bu, quand il a nourri son corps, il dort pour digérer. Et quand il se réveille, il fait pipi caca. Et pour moi, ce sont les 4 lois de base, la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination sont les 4 lois de base qui vont permettre à toutes les créatures, tous les hommes et femmes que nous sommes, d'aimer, de penser, d'agir. Et si on ne commence pas par le début, le point de départ, eh bien tout le reste va se trouver décalé ou déréglé. Et je pense qu'il faudrait traiter notre corps au moins aussi bien que notre voiture. C'est-à-dire lui offrir le carburant que le constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour son système digestif, et puis qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent. Et comme ça on pourra faire le voyage de la vie en pleine santé, créatif et heureux comme il est prévu, comme la nature a prévu qu'on le fasse. Et nous ferons chacun, non pas des affaires, mais ce que nous avons à faire sur la Terre. Je suis Irène Grosjean, naturopathe depuis 1960. Donc ça doit faire combien de temps? 40, 53 ans. J'ai découvert la naturopathie, j'avais 27 ans, c'est-à-dire en 1957, le temps d'étudier et de travailler. Lorsque j'étais jeune, enfant, à 12 ans, si on peut dire, maman est allée voir le médecin. Elle était constipée tellement que je croyais qu'elle allait avoir qu'on allait avoir un autre petit frère ou une petite sœur. Elle avait le ventre qui gonflait, ce qui n'était pas normal chez elle. Et elle est allée voir le médecin qui lui a dit repos absolu et suralimentation. Nous étions en 1942, donc c'était à peu près plausible pour la majorité des gens. Seulement chez nous, il y avait jardin, champ, verger, il y avait un cochon, il y avait des chèvres, il y avait tout ce qu'il fallait. Et maman n'était pas sous-alimentée, elle était plutôt déjà suralimentée. Et constipée comme elle l'était, elle n'éliminait rien. Donc le médecin a dit suralimentation et repos absolu. Je devais entrer en 6e parce que je voulais être médecin. J'avais fait un examen scolaire pour entrer en 6e où j'avais eu un 0 éliminatoire parce qu'il avait été demandé aux élèves vous allez entrer dans la vie adulte, vous allez choisir un métier, lequel, pourquoi? Et j'avais répondu, j'avais écrit, sans avoir réfléchi à ce que je disais, c'était sorti tout seul, je ne veux pas de métier, je veux être femme, je veux aimer, je veux soigner, je veux guérir. Et ça m'avait valu un 0 éliminatoire. Heureusement, ma maîtresse a corrigé et j'ai quand même été reçu. Bref, je voulais, depuis que je suis enfant, je mettais des pièces aux chiens, aux chats, à mon grand-père, je voulais soigner. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Il y a eu d'autres... Alors, pour vous dire, maman était suralimentée et constipée comme elle l'était. Elle ne pouvait rien éliminer. Donc 3 ans après de suralimentation, quand j'avais réussi à la faire manger, ce qui n'était pas évident, parce que très souvent, je sortais de sa chambre avec le visage barbouillé avec le contenu de son assiette, parce que c'était la seule façon qu'elle avait de refuser de manger. Et quand elle avait mangé, elle hurlait de douleur, et je rappelais le médecin qui disait « il faut qu'elle mange pour guérir ». Donc j'obéissais au médecin. Mais 3 ans après, maman est morte en pesant 25 kilos, 1 mois avant de mourir. Elle est morte le 16 septembre, le 15 août, papa l'a pesée, elle pesait 25 kilos.
et 25 kilos d'horribles souffrances. Alors ça, c'était une première leçon que je n'ai pas comprise tout de suite. Il en a fallu d'autres après. Et un jour, mon mari qui était asthmatique, j'avais fait venir le médecin alors qu'il m'avait pris le téléphone des mains et m'a dit non, je ne veux pas, mais il ne m'a pas dit pourquoi. Mais j'avais fait quand même venir le médecin, et quand il lui a demandé de se déshabiller pour être ausculté, mon mari lui a répondu « Non, docteur, c'est terminé. Ça fait 25 ans que vos confrères l'ont fait et je vais de plus en plus mal. Alors c'est fini. Je ne verrai plus un médecin de ma vie. » J'étais complètement perdu, complètement paumé. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai prié, j'ai demandé, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et l'idée d'un ami qui nous parlait de médecine naturelle depuis longtemps, il avait un enfant asthmatique qu'il soignait de cette façon, m'est arrivé. Et j'ai appelé cet ami qui est venu et qui, en voyant mon mari, lui a dit « Tu sais, Jo, ce que tu as est très grave. » Il avait 46 dixièmes et il faisait une grosse congestion pulmonaire comme il le faisait tous les ans au printemps. J'ai compris après le sens de cette congestion. Et là, il a regardé mon mari et lui a dit « Ce que tu as est très grave, Jo. Soit tu appelles le médecin, soit tu fais strictement ce que je te dis. Tu choisis. » Et Raymond, c'était le nom de cet ami, avait apporté de l'infusion qu'il m'a fait faire. Il a emmené mon mari à la salle de bain, il lui a fait faire un bain dérivatif, et de 46 dixièmes de température, 10 minutes après, il était à 38 et quelques. Et il avait le sourire, et il était mieux. Et avec la tisane qui lui avait fait éliminer toute la nuit, le matin, il respirait bien, il était bien. Et là, ça a été évidemment une ouverture. Et il nous a tout expliqué, ça ne s'est pas passé tout seul, il y a eu encore d'autres éléments. Mais comme mon mari avait dit qu'il ne voulait plus voir un seul médecin de sa vie, et ça nous a ouvert la voie à ce que pourrait dire la médecine hippocratique, puisque Hippocrate n'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit ton seul remède, et demandé au médecin de le guérir sans nuire. Deux éléments que la médecine symptomatique semble avoir particulièrement oubliés et que la naturopathie et la médecine naturelle que je pratique utilisent fréquemment et couramment et normalement et naturellement, je dirais. Et voilà comment on est arrivé. Mais ce n'était pas gagné, il y a eu des hauts débats, il y a eu des... Parce que, comme le disait le docteur Vivini, qui avait créé une clinique de jeunes dans les années 60, à Longwy d'abord et ensuite aux Baléares, ce docteur disait « Pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif, il faut aussi nettoyer ses humeurs. Et ces fameuses humeurs, ce sont les liquides interstitiels, les liquides dans lesquels baignent nos cellules. Notre corps est composé d'un tiers de son poids de cellules, 2 tiers de liquide. Et on sait qu'on est composé de cellules depuis qu'on a des microscopes hyper puissants. Avant, on ne le savait pas. Mais les anciens, qui étaient de grands observateurs, avaient appelé ces liquides avec lesquels notre corps est composé pour 2 tiers de son poids, les avaient appelés les humeurs, parce qu'ils s'étaient rendus compte sans doute de l'importance, de la propreté de ces liquides. Il est certain que sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide, 20 de cellules. Les cellules qui sont des éléments extraordinaires, des micro-organismes, qui même si elles peuvent faire un 20e de millième de millimètre, elles possèdent toutes un appareil respiratoire, un appareil digestif, un cerveau et un appareil reproducteur. C'est extraordinaire. Et ce sont ces cellules qui communiquent entre elles pour assurer toute notre vie, que ce soit digestion, respiration, élimination, mais pensée, sentiments et action. Et la qualité des liquides dans lesquels nos cellules baignent est aussi importante que la qualité des aliments qu'on offre à notre corps.
Et ce sont les deux éléments de base qui vont permettre à nos cellules de se relier à l'intelligence universelle qui a créé tout ce qui existe et qui, à travers ces cellules, informe, dirige, guide en quelque sorte tout le travail cellulaire. Et si nous voulons être reliés à cette intelligence universelle, il est indispensable que nos cellules fonctionnent au mieux, qu'elles respirent, qu'elles soient nourries correctement comme la nature l'a prévu, et qu'elles baignent dans un liquide au moins propre à défaut d'être pur. Et avec ces éléments-là, si vous avez des cellules, si en plus vous avez l'avantage d'avoir des cellules de constitution solide, parce qu'on ne vient pas au monde tous avec la même constitution. Et je dis souvent que pour faire le voyage de la vie, en venant au monde, on prend un véhicule, notre corps, qui peut aller de la 2 chevaux à la Rolls. Il y a toute la gamme des véhicules qui existent. Et selon si on dispose d'une 2 chevaux, on n'aura pas la même qualité de voyage que si on dispose d'une Rolls. Mais quoi qu'il en soit, quelque véhicule que ce soit, il a besoin d'être nourri et entretenu comme la nature l'a prévu. En fonction de cela, il est relié à l'intelligence universelle et il est informé, guidé, et la vie devient créative, heureuse et magique. Ça, c'est le bonheur absolu, et c'est certainement ce que les religions appelaient le paradis. Mais plus nos cellules sont intoxiquées, plus elles sont carencées, plus elles baignent dans un milieu saturé de résidus prétendus alimentaires, plus elles chutent de fréquence. Elles ne peuvent plus capter les fréquences élevées et elles captent les éléments qui sont véhiculés sur la longueur d'onde qu'elles peuvent capter. Parce que le premier système informatique, je pense qu'il existe avec la vie. Et qu'il y a le grand ordinateur cosmique et nous sommes des terminaux. Et tout ce qui vit sur cette terre, les plantes, les animaux, les hommes, sont constitués de cellules qui nous permettent justement cette communication, cette liaison. Nous sommes des vases communicants. Et plus nos cellules fonctionnent bien, plus nous pouvons être reliés et guidés vers une vie créative, alors que plus elles sont mal nourries, asphyxiées, carencées, empoisonnées, plus nous allons faire de notre vie prévue pour être un paradis, l'enfer de souffrance, de misère, de guerre, de conflit qu'on en a fait. Sachant que la vie est simple, avec un grand S majuscule. Et je dirais que le diable a tout compliqué pour mieux perdre les hommes. Et dès que c'est compliqué, moi je me sauve. Les choses sont simples, tellement simples qu'on pourrait penser qu'elles sont simplistes. Non, la simplicité est un grand luxe, malheureusement actuellement accessible à très peu d'êtres. Respecter les lois de la vie au maximum, ce qui est un véritable bonheur parce qu'elle nous a tout donné pour nous régaler, pour que tout aille bien sur tous les plans. J'ai d'abord découvert la naturopathie il y a 55 ans. Et grâce à M. Marchesso, qui était biologiste et qui a créé l'école de naturopathie, et qui a découvert ces 2 grandes formes de résidus que nous éliminons par les selles et par les urines, c'est-à-dire l'acide urique dans les urines, et puis les matières solides, dont les viscosités, les cols, disons, qui sont des résidus de tous les sucres lents que l'on a privilégiés après la guerre, et depuis un certain temps déjà avant, mais qui a été toujours la nourriture du peuple, des pauvres. Et avec la nourriture des riches, qui était faite de viande et d'alcool, on a fait les guerriers dominateurs. Avec la nourriture des pauvres, qui était des bouillies de farine, de céréales, on a fait le peuple serviable et corvéable à merci. Et grâce à ces 2 aliments et aux résidus qu'ils ont laissés dans nos humeurs, et qui vont travailler toute notre vie, et sur tous nos systèmes psychologiques, émotionnels,
énergétique, eh bien on va faire tous les bonheurs ou tous les malheurs du monde avec ces deux formes de résidus. Avec les cols, c'est vraiment ces mucosités, tout ce qu'on mouche, tout ce qu'on crache, ce sont des résidus de pain, de pâte, de farine, de bouillie de farine, de riz, de céréales, que le foie humain, conçu pour digérer le sucre des fruits, des arbres de notre bonne vieille terre, ne peuvent pas transformer totalement et complètement, et chaque digestion ou chaque indigestion de ces sucres lents laisse une sorte de mucosité, de viscosité qui va passer dans la lymphe. Et qu'est-ce que c'est qu'un lymphatique? C'est quelqu'un de ralenti. Avec ces mucosités, on va créer la timidité, les peurs, l'inquiétude, les angoisses, les idées fixes, les obsessions et toutes les maladies non douloureuses, mais pénibles et gênantes, telles que l'asthme. Vive les pâtes. Avec ça, on a fait des asthmatiques. Un enfant sur 7 à l'heure actuelle est asthmatique. Bravo les pâtes, bravo le pain, bravo les pizzas, bravo les sandwichs. C'est gagné. Et puis avec l'acide urique, c'est-à-dire les résidus de la digestion des viandes, de la chair, il est certain que nous n'avons pas un système digestif de carnivore. Nous avons un système digestif exactement semblable à celui des grands singes de qui, paraît-il, nous descendons. C'est-à-dire des intestins très longs, des petits reins très faibles. Des intestins très longs qui sont des intestins de frugivores. De quoi se nourrissent les grands singes? Gorilles et chimpanzés. De cueillettes, de fruits, de feuilles, de racines tendres, qu'ils ne font pas cuire. Et qu'est-ce qui les empêche de faire leurs 200 kg de muscles? Ce n'est pas les protéines des viandes, ils n'en mangent pas. Tout juste le singe va pucer sa guenon, il va prendre une puce et puis la manger. Mais enfin, c'est quand même pas tellement carné. Et puis, donc, comme nous n'avons pas un système digestif de carnivore, le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants pour filtrer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Et nous ne pouvons pas l'éliminer, donc nous le stockons dans nos humeurs. Et avec ça, dès que notre corps dispose d'un peu plus d'énergie, il va tenter, le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et dès qu'il dispose d'un peu plus d'énergie, qui peut être la sienne, ou celle du printemps, celle du soleil, celle des pollens, ou quand il doit faire face à un choc qui l'oblige à expulser tous ces résidus pour pouvoir faire face au choc, eh bien il élimine ces résidus. Et là, évidemment, ces cristaux d'acide urique qui sont stockés sous forme de minuscules sels, de minuscules cristaux, doivent fondre pour passer dans le sang, pour être conduits vers les reins, pour être urinés. Mais en fondant, cet acide brûle les émergences nerveuses et c'est cette brûlure qui crée la douleur. Et chaque fois que nous avons mal quelque part, c'est que notre corps est en train d'essayer d'expulser une surcharge acide pour l'envoyer dans les urines. Et pour ma part, elle est beaucoup mieux dans les toilettes que dans notre corps. Seulement, il faut accepter d'avoir mal à ce moment-là. Exactement comme quand il neige, les flocons de neige doivent devenir liquides pour pouvoir s'évacuer. Et c'est là où il faut aider, où cette médecine que je pratique comprend le fonctionnement du corps et l'aide à éliminer ces résidus, alors que de façon symptomatique, comme la médecine classique et officielle est prévue, on arrête. Le but de cette médecine, c'est d'arrêter la douleur, c'est de la supprimer. Mais d'empêcher le corps d'évacuer ces résidus, et ce qu'il n'a pas évacué, automatiquement, il doit le refouler dans ses humeurs profondes. Et apparemment, on soigne des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire qui remplissent leurs fonctions, comme des diarrhées, comme des infections urinaires, comme des grands problèmes respiratoires, des rhumes, des bronchites, tout ce qui va cracher, moucher. Et on a fait des maladies lésionnelles qu'on a bien soignées, et maintenant on fait des maladies dégénératives de plus en plus.
Et nous sommes en train, avec un médecin suisse et d'autres médecins français, de créer une école pratique de santé au Maroc pour apprendre à tous ceux qui veulent être en bonne santé. On va faire une école pratique de santé. Et sur 20 hectares que nous avons irrigués, plantés, eh bien nous allons faire un petit coin de paradis, une oasis de santé. Elle est en cours, là, c'est un désert. Et le docteur Gacon qui l'a acheté a mis 2000 arbres fruitiers là. Et il dit, je veux que ce soit un paradis. Parce que le paradis, il est dans un jardin, qu'on le veuille ou non. Et on peut faire un petit bout, de façon à donner envie à chacun de retrouver son paradis, sa santé, son bonheur. Et là, évidemment, tout le monde pourra venir faire des séjours et nous finirons de former les thérapeutes qui sont intéressés de façon pratique. Il faudra d'abord qu'ils vivent sur eux et qu'ils soient eux-mêmes en parfaite santé, parce qu'un thérapeute qui n'est pas en bonne santé ne peut pas procurer la santé à ses malades. Il ne faut pas rêver. Si vous étiez lâché dans la nature, comme un animal sauvage, vous n'avez pas d'outils, vous n'avez que vous. Parce que toutes les espèces de la création se nourrissent par leurs propres moyens. Nous, évidemment, on est plus intelligents, on a inventé des tas de choses. On a inventé des tas de choses pour nous détruire. Alors, si vous êtes lâché dans la nature et que vous n'avez que vos dents, que votre cerveau, que vos mains, que vos pieds, vous faites quoi? Vous mangez quoi? Est-ce que vous allez attraper un lièvre, ou un sanglier, ou un oiseau, et puis lui tordre le cou et mordre dedans? Comme un carnivore le fait. Est-ce que vous pouvez faire ça? Non. Et il faut bien savoir que quand on mange de la viande, c'est riche en protéines, mais on mange un morceau de cadavre, qu'on le veuille ou non. Il a fallu qu'on le tue pour l'apporter dans notre assiette. Alors, on est nourri de cadavres, d'aliments morts et d'excitants. Et un excitant, avec la viande, il a fallu l'alcool, avec les céréales, il a fallu le thé, le café, le Coca-Cola. Mais un excitant, ce n'est pas un aliment. Un excitant, j'ai une petite image, vous avez 2 chevaux fatigués. Au premier, vous donnez de l'eau, il boit, de l'avoine, il mange, une litière, il dort. Le lendemain, il peut repartir. Au deuxième, vous ne donnez ni eau, ni avoine, ni litière. Et vous voulez qu'il reparte sur le champ. Vous faites quoi? Vous lui donnez un coup de bâton ou un coup de fouet, qui, sous l'influence de la douleur, va puiser, son système glandulaire va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire pour repartir. Mais combien de temps va-t-il repartir à ce rythme avant de s'écrouler? Quand il n'y aura plus d'énergie, il s'écroule, si on n'en refait pas. Et c'est exactement ce qui se passe, et c'est pourquoi on a tant de maladies dites psychosomatiques, alors qu'elles sont en réalité somatopsychiques. On a tant de suicides. C'est incroyable le nombre de suicides qui existent maintenant. Il est certain que quand on est en fréquence basse et destructrice et qu'on n'a plus d'espoir du tout, et on croit que c'est à cause de plein de choses. Non, c'est à cause de la qualité de nos humeurs et de fonctionnement cellulaire qui nous permet de penser et d'aimer et de nous relier à l'intelligence créatrice. Nos aliments doivent nous transmettre l'énergie de l'eau, de la terre, de l'air et du soleil qu'ils ont puisé dans ces éléments. Et notre carburant essentiel, c'est l'énergie de la vie. Et quand on a cuit nos aliments, ils n'ont plus d'énergie. Si on cuit des graines et qu'on les met dans la terre, la récolte est vite faite, il n'y en aura pas. Et si on fait couver des œufs cuits durs, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussins. Alors on est arrivé, et l'homme civilisé actuel, et depuis, je dis que le péché originel pour moi, c'est la cuisson de nos aliments. À partir du moment où on a cuit nos aliments, on a détruit leur énergie. Et il est certain que scientifiquement, une molécule morte et une molécule vivante, ces 2 molécules, ça n'a pas d'importance. Seulement, si on fait couver, on avait porté au laboratoire, à l'école de naturopathie, 2 œufs, un cuit dur, un cru.
on a reçu exactement les deux mêmes analyses. La science aurait-elle oublié la vie? C'est bien ce qui me semble être le plus juste, et c'est pourquoi on fait tant de dégâts de tous les côtés. Et quand on prétend soigner des maladies avec des malades, avec des poisons qui rendraient malade un bien portant, il faut quand même arrêter de rêver et retrouver un peu de bon sens. Parce que si vous donnez un médicament à un enfant, quelqu'un, hein, eh bien il va être malade. Alors, la médecine naturelle, celle d'Hippocrate, la vraie médecine, elle fabrique de la santé. C'est une médecine de santé, c'est pas une médecine de maladie. Parce qu'avec cette médecine de maladie, oh, c'est pas grave, il y a des bénéficiaires. Il y a 80 ans, les laboratoires pharmaceutiques n'existaient pratiquement pas. Après la dernière guerre, la science a indiqué, promu, la viande pour les protéines, les produits laitiers pour le calcium, les hydrates de carbone pour les glucides. Et avec ça, on a rempli les hôpitaux, on a fait toutes les maladies possibles. Mais il y a un bénéficiaire, ce sont les laboratoires de produits pharmaceutiques qui en 80 ans se sont développés à tel point qu'ils sont devenus un des plus gros trusts mondiaux. Mais ce sont de pauvres gens, pauvres, parce que les vraies richesses ne s'achètent pas. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on les achète. Les vraies richesses sont celles de la vie. Et ça commence par la santé, c'est-à-dire par notre équilibre parfait. Et tout le reste, c'est de l'illusion. Et à l'heure actuelle, le monde civilisé est évident. L'illusion, le pouvoir, la peur, l'intérêt, mais tout ça, ce sont des fausses valeurs. La vie, c'est autre chose. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus merveilleux. Mais ça donne... Guérir, vous savez comment ça s'écrit? G-A-I, trait d'union R-I-R-E. Retrouver la gaieté et le rire, qui sont les états normaux des êtres en bonne santé. Et dont le rôle est de construire le monde merveilleux pour lequel la vie nous a tout donné. Mais il est certain que dès que vous allez donner des aliments vivants, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des verdures, des graines germées, parce que les graines germées à elles seules, c'est un véritable aliment de reconstruction. Elles sont 20 à 40 fois plus riches en protéines que la viande, 4 fois plus riches en calcium que les produits laitiers, 3 fois plus riches en fer que le foie d'animal, et en enzymes, j'en parle pas, et en énergie. Dans le germe de la plante, il y a l'énergie de la plante entière. C'est un aliment de reconstruction qui ne coûte pratiquement rien. Et le jour où on saura donner des fruits le matin aux enfants, et à tout le monde, d'ailleurs, manger un repas de graines germées, de légumes et de fruits et de verdure, le monde entier changera. Alors il est certain que chaque fois que notre corps retrouve un peu d'énergie, il va l'utiliser pour expulser ses résidus. Et là, notre énergie va être utilisée pour expulser. C'est-à-dire, on va être fatigué. On n'en aura pas pour nous déplacer, pour penser. On va se trouver un petit peu en basse fréquence. Et si notre corps veut expulser des viscosités, ben il va être enroué, j'en ai encore, vous voyez, on a un sacré paquet. Et il va essayer d'expulser, de faire sortir ces viscosités, ce qui peut créer l'étouffement, ce qui peut créer des ralentissements de respiration, l'asthme en particulier. Mais on n'est pas bien. Et pour expulser ces viscosités, ça ne sera pas douloureux, mais ça sera pénible et gênant. Mais pour expulser l'acide urique, étant donné que cet acide doit passer de l'état solide à l'état liquide, et qu'il va brûler, ça va être douloureux, ça va gonfler, ça va déformer, et on va dire qu'on est malade. En réalité, on n'est pas malade. Notre corps se défend, expulse ses résidus, et il faut l'aider à faire ce travail au mieux. Dès qu'il aura fait ce travail au mieux,
il va reprendre de l'énergie, il va remonter un peu plus haut, refaire de l'énergie. Dès qu'il en aura un peu plus, il refera une petite crise d'élimination, qui n'est pas une maladie, et il y aura de moins en moins de crises, et il va retrouver un équilibre de plus en plus heureux et merveilleux. Mais il faut passer par ce travail d'élimination aussi. Et le vrai travail d'un thérapeute naturel, c'est de redonner de l'énergie au corps, de lui apporter les éléments qui lui manquent pour qu'il ait l'énergie nécessaire pour se débarrasser de ce qui l'encombre. Voilà, c'est tout simple. Il faut l'aider à le comprendre. Et il est certain que je me souviens avoir appris au catéchisme que pour sortir de l'enfer et aller au paradis, il fallait passer par le purgatoire. Alors, sortir de l'enfer, c'est le monde de la souffrance. Et le paradis, c'est le monde de la créativité et du bonheur. Mais il faut passer par le purgatoire. Et c'est quoi le purgatoire? J'ai bien ri le jour où j'ai compris ça. Eh bien, c'est l'endroit où on se purge. Parce qu'il faut purger. On a fait des salles de bain pour l'extérieur de notre corps. Mais on n'en a pas fait pour l'intérieur. Et il est certain qu'il faut apprendre à nettoyer l'intérieur de notre corps. Et la nature nous a donné des plantes et tout ce qu'il faut pour faire ce petit nettoyage. Et d'ailleurs, toutes les religions ont donné un jour de jeûne par semaine et 30 ou 40 par an. Parce que pendant que notre corps ne mange pas, il n'utilise pas d'énergie. La digestion à elle seule utilise 50% de notre énergie totale. Et quand ces 50% sont disponibles, eh bien notre corps les utilise pour se nettoyer, pour éliminer ses humeurs et pour changer de fréquence. Et c'est pourquoi les religions ont dit qu'il fallait jeûner pour atteindre un niveau spirituel élevé. Tout se tient. Mais le corps, ce n'est pas un cœur, un foie, c'est un ensemble d'éléments physiques, de systèmes, qui va nous permettre d'aimer, c'est-à-dire qui mieux que l'âme peut nous permettre d'aimer, de penser, c'est l'esprit, c'est le système informatique, et les trois éléments sont l'âme, l'esprit et le corps. Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la maladie? J'ai été amenée à découvrir que la maladie, le fait de prononcer mal-a-di-e, de le prononcer phonétiquement, voudrait dire que nous sommes malades parce que nous avons fait mal à Dieu, à la vie et à ses lois. Et c'est quelque chose que j'allais découvrir, pratiquer et qui allait se confirmer tout au long de ma longue carrière. Nous ne sommes pas malades par hasard, ni à cause des microbes, ni à cause des virus. Mais nous sommes malades parce que nous avons fait des erreurs alimentaires, que notre corps, qui est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait, essaye d'éjecter ce qui le fatigue, ce qui peut le rendre douloureux, pénible, mais qui veut quand on est malade, c'est que notre corps essaye de se dégager, d'expulser les résidus prétendus alimentaires qu'on lui a introduits. Alors, soit on comprend le fonctionnement de notre corps et on l'aide à se dégager, on est véritablement guéri, on a épuré nos humeurs, notre corps fonctionne mieux et il va mieux. Soit on ne le comprend pas et sous l'influence de l'illusion et de la peur, on arrête rapidement cette crise d'élimination que l'on a appelée maladie et on oblige notre corps à enfermer dans ses humeurs profondes les résidus qu'il cherchait à éliminer. Ce qui fait qu'on fait des maladies de plus en plus profondes, de plus en plus graves et de plus en plus dégénératives. Et qu'à l'heure actuelle,
on a un cancer sur 3 personnes, des maladies de Alzheimer en pagaille, des Parkinson, des scléroses en plaques et des suicides en pagaille. Et ça, c'est exactement le produit de ce que notre ignorance des lois de la vie et le non-respect des lois de la vie a fabriqué. Alors les maladies infantiles sont, plus les enfants sont solides et puissants, plus ils ont un système de défense important, plus ils vont faire des crises d'élimination, des maladies importantes, pour éjecter, pour mettre hors de leur corps les résidus de l'héritage empoisonné que leurs géniteurs leur ont apporté, leur ont fourni. Et là, on va le voir, soit des maladies colloïdales, c'est-à-dire des expulsions de glaire pénibles et gênantes, bronchites, etc., soit des maladies douloureuses avec fièvre. Qu'est-ce que la fièvre ? La fièvre correspond à la fonte de l'acide urique, des petits cristaux d'acide urique qui, en fondant, élèvent la température du corps, mais ils fondent pour pouvoir passer dans le sang et être expulsés dans l'urine ou la transpiration. Soit on les aide à expulser et la fièvre disparaît parce qu'il n'y a plus d'acide urique, ou il y en a moins, soit on arrête, on demande au corps de se taire, de ne plus faire son travail, et il enferme tous ces résidus acides qui vont détruire les minéraux avec lesquels il sera en contact, et on va faire des maladies plus profondes, plus puissantes et plus subtiles pour la suite. Et des maladies qui peuvent être physiques, psychologiques, ou mentales ou émotionnelles. Et ça va se traduire sur le caractère et sur le comportement de l'enfant, et de sa vie d'homme ou de femme. Cette expulsion de résidus de l'héritage empoisonné que les enfants ont reçu en venant au monde va leur permettre de se régénérer si on enlève. Alors que si on l'enferme, l'enfant va dégénérer. Tout doucement, les gènes vont. Et à l'heure actuelle, on fait des maladies génétiques de plus en plus importantes. Alors les produits laitiers. Les fameux produits laitiers qu'il faut consommer pour avoir du calcium. Il est vrai que le lait de vache est très riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en 3 mois. Seulement, le veau a un système digestif qui lui permet de digérer le lait de sa mère. Et tant que le veau n'a pas de dents pour manger sa nourriture d'adulte, qui est de l'herbe et du foin, il est capable, ses sécrétions digestives peuvent transformer le lait, digérer le lait de sa mère, le lait de leur mère. À partir du moment où ils ont des dents, leurs sécrétions digestives s'adaptent à leur nouvelle nourriture et ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui d'ailleurs n'en a plus. Et c'est pareil pour tous les petits de mammifères. Alors il est certain que ce lait de veau, c'est riche en calcium, ce lait de vache, fait pour les veaux, c'est riche en calcium, se transforme dans le système digestif humain en une solution acide qui brûle et détruit notre calcium et nos minéraux. Et j'ai remarqué et observé que tous les plus grands décalcifiés, avis aux amateurs, tous les ostéoporoses, tous les rhumatismes, tous les déformés, étaient de gros consommateurs de fromage et de produits laitiers. C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Les fruits qui font grossir, semble-t-il, eh bien j'ai un cas. Voilà un monsieur qui pesait, il y a 2 ans, 120 kilos et qui a mangé des fruits et des fruits. Et regardez comment il est. Et toutes les plus belles cures d'amincissement que j'ai faites ont été avec des fruits que l'on a dit des sucres rapides, mais qui apportent énormément d'énergie à notre corps et qui laissent peu de résidus, de toute façon éliminables. Alors que les fameux sucres lents laissent toujours dans notre organisme énormément de résidus et apportent très peu d'énergie, pour ne dire pas. Parce que tous les consommateurs de sucre lent ont besoin d'excitants. Avec des fruits, on fait 120 kilos, et voilà ce que ça donne. Et il a mangé des fruits, et il les adore. Et oui, et il se régale, et il a de l'énergie, et le sourire. Et voilà. Et les plus belles cures d'amincissement, elles sont là, les vraies. C'est donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour lui. C'est tout simple. J'ai fait perdre 30 kilos à une boulangère. Il n'y a qu'un fruit qu'elle aimait, c'était les bananes. Et comme elle mangeait beaucoup de gâteaux et de petits pains, je lui ai dit, chaque fois que vous avez envie d'un gâteau ou d'un petit pain, vous mangez une banane.
En 2 ans, il a perdu 30 kilos. Dans ce qu'on mange cru, vivant, il y a de l'énergie. Et l'énergie, c'est notre carburant. Quand on mange cuit, quand il faut manger chaud, c'est qu'on mange cuit et mort. À ce moment-là, nos aliments ne fabriquent pas d'énergie, on a besoin de les chauffer pour avoir l'impression momentanée d'avoir chaud. Mais si vous mangez, lorsque les enfants étaient petits et qu'on allait au Ballon d'Alsace faire du ski le dimanche, et que pour profiter du soleil et de l'heure où tout le monde était au restaurant, nous on mangeait nos fruits dans un coin abrité du soleil et on repartait et personne n'avait froid. Essayez, faites l'expérience vous-même et vous vous rendrez compte qu'on n'a pas obligé de cuire nos aliments, qu'on peut avoir de la chaleur et qu'ils sont caloriques quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Est-ce que vous avez vu une espèce sur la terre qui cuit sa soupe? À part l'homme, cet être qui se prend pour l'être le plus évolué de la création. Tout le monde peut manger cru. Les bébés adorent manger cru. Faites-leur une purée de fruits, et ils adorent ça. Matin, midi et soir. Et ils ne seront pas privés, ils ne manqueront pas de protéines, ils ne manqueront pas de calcium, ils ne manqueront pas de tout. Ils auront tout ce qu'il leur faut. Parce que nous avons un système digestif de frugivores, qu'on le veuille ou non. Et dans les fruits et dans les légumes, et dans les racines tendres, il y a tout ce dont on a besoin. Enfin, moi, il y a 55 ans que je mange végétarien et je suis arrivée au cru après. Mais bon, 83 ans, ça va pas trop mal. Et je souhaite à tout le monde d'aller aussi bien que moi à cet âge-là. Avis aux amateurs. Je voudrais dire que mon confrère préféré est mort à 108 ans et il a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans. Et il a étonné tous les gens qui sont allés le voir. Il mangeait cru, évidemment, et végétal. Le docteur Colucci à Lisbonne. Et quand ma plus jeune fille a fait ses études de médecine, puisqu'elle voulait faire médecine, à Noël, en 2e année, je l'ai emmenée, j'ai dit, comme cadeau, je t'emmène voir le docteur Colucci. Et quand elle a vu sa jeune femme de 90 ans venir nous ouvrir la porte, elle a quand même été impressionnée. Parce que la jeunesse, c'est une question d'état d'esprit, d'énergie. Et on peut être vieux très jeune, puis jeune très vieux. C'est la vraie jeunesse, celle-là. C'est celle du cœur, c'est celle de l'énergie, c'est celle de la vie. Mon petit-fils, Sébastien, qui avait 5-6 ans, et ses parents avaient un hôtel-restaurant. Évidemment, il y avait un grand buffet de crudités, mais il y avait aussi tout le reste. Et le petit bonhomme passe devant moi, la main derrière le dos, de façon à ce que je ne vois pas ce qu'il y avait dans sa main. Et j'avais repéré qu'il y avait un Mars. Évidemment, il ne voulait pas me montrer. Alors je l'appelle, j'ai dit Sébastien, viens voir. Et il avait 2-3 petits copains avec, je les invite et je dis, tu sais Sébastien, vous savez mes petits, la vie nous a tout donné pour que on soit heureux, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on s'aime et qu'on fasse de la vie un véritable paradis. Mais voilà, sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Il y a un petit diable qui s'y est glissé, puis qui ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes se battent, qu'ils souffrent, qu'ils soient méchants. Et les enfants me disent, mais comment il a fait? Comment qu'il a fait? Ah, comment qu'il a fait? Ben, c'est tout simple. Tout ce que la nature nous a donné, c'est vivant. Tout ce que le diable nous a donné, c'est mort. Et avec des éléments vivants, on fait de la vie et du bonheur. Avec des éléments morts, on fait de la maladie et du malheur. Et mon petit bonhomme part en reculant et revient avec une pomme dans la main. Ah ben j'ai dit voilà, tu as tout compris mon bonhomme. Parce que si tu plantes ta pomme, elle va donner un pommier qui donnera des pommes, qui donneront des pommiers, et cela jusqu'à la nuit des temps. Mais si tu plantes ton Mars, ou tous les Mars que tu veux, tu n'es pas prêt d'avoir un champ de Mars, parce que ton Mars il est mort, et il ne peut pas te donner d'énergie. Tu es en pleine illusion. Ah, alors, 15 jours après, mon petit bonhomme m'appelle et il me dit « Mamie, il y a Sylvain qui est à côté de moi,
Puis il ne me croit pas quand je lui dis que les bonbons c'est pas bon. Je lui ai dit que les bonbons c'était mort et il ne veut pas me croire. Alors dis-lui s'il te plaît. Et voilà. Et si tu es là, avec la vie on peut faire que de la vie, avec la mort on peut faire que de la mort. Et de la souffrance. C'est aussi simple que ça. Vous laissez tomber une goutte de confiture ou de miel ou de quelque chose sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mouches qui arrivent, ou une abeille, qui vont manger. Par quel téléphone ils ont été avertis, ça on ne sait pas. Mais vite, ils arrivent. Quand il y a un animal en décomposition quelque part, il y a les asticots qui arrivent, qui vont le dévorer pour rendre à la terre. Et quand notre corps élimine ces résidus, quand il est en pleine crise d'élimination, et qui va chercher dans ses profondeurs toutes les toxines pour les faire passer dans le sang, pour les éjecter à travers les intestins et les urines, et bien dans cette puanteur arrivent les microbes et les virus pour se régaler de cette putréfaction que nous avons fabriquée. Et il est certain que lorsque nos savants les ont vus au bout de la lorgnette de leur tout neuf microscope, ils ont pu croire que c'était eux qui nous donnaient les maladies. Mais ce n'est pas les microbes, les mouches qui nous donnent les maladies. C'est la putréfaction dans laquelle nos humeurs sont qui leur permet de vivre. C'est différent. Et c'est comme si on disait, si on dit que c'est les microbes qui nous donnent les maladies, c'est comme si on disait que c'est les asticots qui ont tué le cadavre de l'animal qu'ils sont en train de dévorer. Alors c'est pas, le but, il n'est pas de tuer les microbes et les virus pour ne pas être malade. Il est de les priver de leur nourriture, c'est-à-dire de nettoyer nos humeurs, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien à se mettre sous la dent, et ils disparaissent. Et là j'ai eu des cas. J'ai eu 2 cas de sida, avec une surcharge virale très importante. Et au bout de 3 et 4 ans, il n'y avait plus de virus. Et ils avaient une énergie incroyable et merveilleuse. Les graines germées qui étaient déjà la nourriture des Esséniens, le blé germé, avec lequel on a fait le pain essène, le pain essénien. Et il semblerait que Jésus ait été élevé chez les Esséniens, ce qui lui a permis d'avoir cet esprit élevé, très élevé, et d'être en connexion directe avec ce que l'on a appelé Dieu, que moi j'appelle l'intelligence universelle ou l'intelligence de la vie. On l'appelle comme on veut, chacun son truc. Ceci dit, il est certain que quand nos cellules reçoivent les aliments qui leur apportent l'énergie dont elles ont besoin, elles peuvent capter les fréquences les plus élevées, sur lesquelles sont véhiculées les idées, les sentiments et tous les éléments qui vont faire de notre vie un état merveilleux. À partir du moment où nos cellules sont épuisées, carencées, asphyxiées, mal nourries, et qu'elles baignent dans un milieu empoisonné, elles chutent de fréquence. Elles ne peuvent plus capter les fréquences élevées. Et là, à un moment même, les fréquences, ce que j'appelle l'intelligence inversée, on marche à l'envers. Et les idées que l'on reçoit sont des idées non plus constructives mais destructrices. Les sentiments que l'on reçoit, que l'on peut générer, ne sont plus des sentiments d'amour, de communion, ce sont des sentiments de distension, de destruction. Et là, on a fait toutes les guerres, on a fait tous les conflits, et on a fait toutes les souffrances et misères du monde. Alors il est certain que lorsque nous sommes malades, c'est que notre corps est empoisonné, qu'il cherche à se désempoisonner. Et pour cela, il a besoin d'énergie. Et pour faire ces crises d'élimination, il lui faut de l'énergie. Et c'est pourquoi j'utilise des compléments alimentaires pour aider le corps à expulser. Mais plus on mange de graines germées, moins on a besoin de compléments alimentaires. Ce sont les compléments alimentaires les plus riches et les moins chers. Et lorsqu'on nourrira les pays sous-développés avec des graines germées, qu'on leur enverra des graines et des germoirs, eh bien la faim dans le monde disparaîtra et ils deviendront créatifs, heureux et ils n'auront plus besoin de personne. L'abondance est là, on a tout, et on a plus que tout. C'est ce que je disais à ces enfants. La nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis. On a tout, mais on n'a qu'à cueillir.
et c'est absolument merveilleux. Mais comment voulez-vous vous régaler davantage qu'avec une poignée de cerises, qu'avec 3 abricots, qu'avec 2 pêches, qu'avec un melon, qu'avec... Faut vraiment, on est inconscient, on est passé à côté des merveilles de la vie, et il nous a été dit quelque part, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Nous sommes inconscients, et nous sommes passés à côté des véritables valeurs de la vie, et on le paye cher. On le paye très cher, on le paye. On vit dans l'illusion, dans le conditionnement, on n'est plus le maître de soi, on est dominé, on est balancé, chahuté, et on souffre. Est-ce que ça ne serait pas ça l'enfer, par exemple? Moi, je suis fort tentée de le croire. Pour remplacer le sucre des fruits, on a fait du sucre blanc avec de la betterave qui est cuite à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal, au bleu de méthylène. C'est pas un bon produit ça pour nos enfants? Et vous n'êtes pas étonné de les voir capricieux, pas bien, grognons, colériques? On les fabrique et on en fait des petits alcooliques. Et tous les grands consommateurs, tous les enfants qui ont été de gros consommateurs de sucre, qui ont de gros besoins, virent vers l'alcool plus tard et la drogue. Bravo, le sucre blanc, qui est un véritable poison et qui n'a rien à voir avec le sucre des fruits, le vrai sucre que les fruits ont pris fabriqué avec l'énergie de la terre, de l'eau, de l'air et du soleil. Ça, c'est l'énergie de la vie. Et eux seuls peuvent nous la communiquer. Parce que pour communiquer quelque chose, il faut l'avoir. Si on ne l'a pas, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Les stages, bien évidemment, il y a 55 ans que je fais des consultations et que je conseille à chacun de faire ce qu'il peut pour améliorer sa vie, protéger sa santé, l'améliorer et le plus souvent la retrouver. Parce que quand on vient me voir, c'est qu'on l'a perdu et qu'on a fait beaucoup de choses et qu'on ne la retrouve pas. Donc on essaye quand même, on ne sait jamais, ça pourrait marcher. Eh bien oui, ça marche, et ça marche très bien. Et j'ai des cas magnifiques de leucémie, de cancer. Tous les cancers qui viennent me voir sont en même temps vus par un professeur de cancérologie qui est très orienté vers les choses vraies et naturelles. Dois-je dire son nom? Je ne sais pas. Je ne le dirai pas. Mais enfin, il y a des médecins qui ont conscience que la médecine que la faculté leur a appris n'est pas une médecine de santé. On leur a appris en réalité à éteindre les voyants rouges. C'est-à-dire que chaque fois que le corps du malade essaye d'éliminer, il est en souffrance, il est en difficulté. Et on a appris, et la faculté a appris aux médecins à arrêter ce phénomène qui rend malheureux, malade sur le moment. Seulement, en faisant de cette façon, sans comprendre les lois de fonctionnement de notre organisme, on a fait des maladies de plus en plus profondes et de plus en plus graves. Et à force de demander au système immunitaire de se taire, celui-ci finit par devenir muet. Et ça nous étonne. Alors les stages, eh bien j'aime beaucoup faire des stages parce que je peux expliquer le fonctionnement de notre organisme à tous les stagiaires et puis leur montrer de façon pratique comment on peut se nourrir simplement, économiquement, écologiquement, et que là, c'est le point de départ de tous les problèmes de l'environnement et de tous les problèmes du monde. Ça commence par là, parce que le point de départ de toute situation va le conduire à sa destination. Je prends par exemple l'eau du Gothard, le massif du Gothard en Suisse, où la même eau qui court vers le sud va faire le Rhône qui se jette dans la Méditerranée, et la même eau qui coule vers le nord va faire le Rhin qui se jette dans la mer du Nord. Et du point de départ, la destination va être complètement différente. Et si on considère que notre corps fonctionne, que les 4 lois de base de notre fonctionnement sont la respiration, on ne peut pas vivre sans respirer. Je défie qui que ce soit, le plus malin des malins, qu'il me prouve qu'il peut vivre sans respirer. L'alimentation,
Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui vivent de respiration et qui ne mangent plus. Je suis allée faire un stage chez eux pour comprendre. Ça existe. J'en suis pas là. Le sommeil pour pouvoir digérer et l'élimination des résidus de toute combustion. Quand ces 4 lois de base fonctionnent, normalement, naturellement, eh bien, on peut aimer, c'est-à-dire faire les choix qui nous conduiront vers ce qui nous convient le mieux, parce que l'amour n'est pas donné par hasard. On aime, et quand l'amour nous rend véritablement heureux, profondément, calme et serein, c'est que c'est la bonne direction, et qu'il faut aller dans ce sens. Quand l'amour nous rend malheureux, c'est l'amour à l'envers. Et là, les grandes passions douloureuses, elles ont toujours conduit à la souffrance, et c'est pas le but. Hein. Mais si un être n'est pas intoxiqué, il n'y a pas de grande passion douloureuse. Ceci dit. Alors, il est certain que pour penser, pour aimer, pour penser et pour agir, il faut que notre corps, que notre laboratoire à vivre fonctionne parfaitement. Et en harmonie avec l'intelligence universelle. Et là, tout va bien. Et nous sommes faits exactement comme les cellules de notre corps, dont le rôle est d'œuvrer l'une par l'autre et l'une pour l'autre au profit de l'ensemble. Et notre rôle sur cette terre, il est le même. Œuvrer l'un par l'autre et l'un pour l'autre au profit de l'ensemble. Mais pour ça, il faut être bien. Si on n'est pas bien, on ne peut pas. Parce que sous l'influence de la peur, on va garder pour soi. Parce qu'en réalité, on est exactement comme une source. Nous recevons les informations, une source, elle reçoit. Tant qu'elle donne son eau, elle en reçoit. À partir du moment où il y a un barrage, elle ne peut plus donner son eau, elle tarit. L'eau va passer à côté. Et l'énergie et toutes les idées constructives et créatives et les sentiments heureux vont passer à travers nous tant que nous les communiquons. Si nous les gardons pour nous, eh bien, on va tarir. Ça va se fermer. Et on n'a rien à nous, tout à nous, mais tout ce qui nous appartient appartient au monde entier. Et ça, il faut bien en être conscient. C'est le plus grand, c'est la merveille de la vie. Et puis on est venu au monde tout nu et on repartira tout nu. On n'emportera rien. Mais ce qu'on laissera, c'est plus important. Qu'est-ce qu'on va laisser? Quel rôle aurons-nous rempli? C'est la question que je me pose depuis un certain temps. Et je n'ai pas envie de partir de l'autre côté sans communiquer ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, ce que j'ai pratiqué au plus grand nombre. Parce qu'il ne sert à rien de savoir des choses si ces choses ne servent à rien. On est bien d'accord. Alors la cuisine, oui. Alors il est certain que dans un premier temps, quand on parle de transformation alimentaire, de transition alimentaire, on peut avoir on peut craindre de ne pas manger bien, d'être un peu privé, d'être un peu sevré, d'être un peu frustré. On se dit, c'est Cyril, mon neveu là, qui lorsqu'il est arrivé ici la première fois, se disait dans le train, oui, son père me disait, j'ai un fils, mais celui-là il se lève quand je me couche, il se couche quand je me lève, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais le gamin était complètement déréglé, il vivait la nuit, il faisait la fête, dans la journée il faisait rien. Il dormait pour récupérer, et le soir il faisait la fête. C'est le cas de malheureusement beaucoup de jeunes. Alors il est certain que j'ai dit à son père, invite-le une semaine, on va bien voir. Je vais bien voir qui il est, si c'est possible ou pas. Et on n'était pas arrivé de la gare ici, que je savais que c'était un bon enfant, un bel enfant et qu'il allait partir bien. Mais il se disait dans le train, qu'est-ce qu'elle va me donner à manger? Une carotte, une feuille de chou? Et comment je vais faire pour aller me chercher une pizza? Et il était très tracassé. Et quand il a découvert ce qu'il mangeait ici, il était tellement heureux que maintenant il fait à manger comme ça partout où il va, chez sa sœur, chez ses copains. Il les amène à vivre différemment. Il me dit, ça a changé ma vie. Je me suis senti avec de l'énergie, avec des idées claires, j'avais envie de faire des choses, j'étais heureux. C'était tout à fait autre chose que quand je buvais de l'alcool toute la nuit, que je faisais la fête.
et des pâtes et des pizzas dans la journée. Parce que les fameuses pâtes, elles en ont fait du mal. Vous savez qu'on a quand même un enfant asthmatique sur 7 à l'heure actuelle. Un enfant qui ne peut pas respirer, qui est étouffé par les glaires qui sont à l'intérieur de ses alvéoles respiratoires et qui pour se décrocher doivent gonfler pour pouvoir partir. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la science a trouvé? Mais pour arrêter cet étouffement, on excite le cœur et on donne aux asthmatiques des excitants cardiaques. Ok, la crise s'arrête. L'asthmatique continue à manger le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre qu'il adore, continue à intoxiquer de plus en plus. Et puis, à 40 ans, il ne meurt pas d'une crise d'asthme, mais d'une insuffisance cardiaque. C'est ce qui est arrivé à mon mari. Et c'est ce qui m'a fait bien réfléchir et aller un peu plus loin dans les études de naturopathie et de comprendre vraiment comment l'homme fonctionne. Et je peux dire à l'heure actuelle que c'est grâce ou à cause de la mort de plusieurs êtres chers et jeunes, bien traités médicalement, que j'ai cherché, que je me suis dit que si le Créateur existait, il ne pouvait pas avoir voulu que ces créatures souffrent autant que je souffrais et voyais souffrir autour de moi. Et quand on cherche, ça a été écrit quelque part, cherchez, vous trouverez. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis sur la piste. Et quand j'ai découvert, mais je ne me suis plus arrêtée. Parce que ça me parlait et c'était juste. Et ça marche. Et les lois de la vie, les règles, les principes, appelez-les comme vous voulez, il y a des règles de fonctionnement que la vie a établies pour notre corps. Et si on ne les respecte pas, eh bien on souffre, on est malade, on est malheureux. C'est tout. Mais si on les respecte, tout va bien. Et même très bien. Et je suis émerveillée par tout ce qui arrive de beau à chaque instant. Alors, il est certain qu'en mangeant des aliments vivants, parce que manger cru et manger vivant, c'est différent. Le jambon cru, c'est cru. Mais est-ce que vous pouvez mordre dans une cuisse de cochon, dans son jambon, un cochon vivant? Est-ce que vous pouvez mordre dedans, comme un carnivore? Vous ne pouvez pas. Alors, il faut que quelqu'un le tue, le dépece, pour vous le mettre. Le jambon cru, qu'on le veuille ou non, c'est une tranche de cadavre. Désolé. Mais avec du cadavre, on ne peut pas faire de la vie. Pas nous, en tout cas. Alors, il est certain qu'il y a des aliments crus. Le docteur Seignalais a fait un livre sur l'alimentation crue, où il y a énormément de... J'ai son livre de cuisine qui a été institué selon ses méthodes. Il y a énormément de viande crue, de tartare cru, de sauce crue. Mais il est mort très jeune. Et je l'avais vu 15 jours avant qu'il meure. Il faisait une conférence à Montpellier. Et je me suis dit, bon sang, il n'a pas bonne mine. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Ben oui. Parce que on n'est pas fait pour manger des aliments seulement crus. On est fait pour manger des aliments vivants. Et l'alimentation vivante, elle est crue forcément, mais elle ne peut être que végétale. Pratiquement, il y a quand même des tolérances, comme les fruits de mer, les huîtres, les oursins, les moules qu'on peut manger crus, c'est vivant, ça on peut. Et puis peut-être les œufs. Les œufs, si on était lâché dans la nature, on n'est rien, on trouve un nid, on pourrait gober un œuf. Il y a des choses qui font partie, qui viennent de l'animal, mais qui font encore partie de notre alimentation. Est-ce qu'on peut manger trop? Mais il est certain que devant un aliment cru, végétal et vivant, on ne mangera pas trop. Parce que l'arrêt instinctif fonctionne très bien. Notre corps saura très vite nous dire qu'on en a assez. Je me souviens d'une époque où j'étais partie au Baléares avec mon mari, j'adorais les figues, et dans la campagne on trouve des figuiers. Et je me régale. Et à un moment, eh bien, ces figues que je trouvais très bonnes au départ, la bouche me brûlait, ça passait plus. Pourquoi? Parce que mon corps en avait assez. Et mes petites cellules ont dit stop, ça suffit, j'en ai assez. Mais devant un aliment cuit et transformé, il n'y a plus d'arrêt instinctif. Donc on peut manger beaucoup plus qu'il ne faut. Je suis bien d'accord que l'excès de poids, c'est pas forcément une pathologie, mais quand même. Un corps, il est fait pour être harmonieux. Et il ne peut bien fonctionner que s'il est harmonieux dans ses formes, s'il fonctionne bien. Et l'obésité aux États-Unis, et qui se développe dans le monde entier, ce n'est pas un signe de santé.
On est bien d'accord. L'idéal serait qu'il commence par manger les fruits qu'il préfère, ceux qu'il aime le mieux. Parce que ces cellules sont très intelligentes, les cellules qui composent son corps. Elles savent à la vue d'un fruit ou d'un légume celui dont elles ont besoin. Et on l'aime. Et on va aller vers celui-là. Et j'ai fait des expériences avec mes petits enfants et d'autres enfants avec eux, de mettre des paniers de fruits. Et selon leur tempérament et leur constitution, je savais de quoi ils avaient le plus besoin. Et ils ne se trompaient pas. Une prenait des bananes, des dattes, l'autre prenait des citrons. Mais c'est clair. L'instinct fonctionne très bien. Et les fruits que vous aimez, les fruits et les légumes que vous préférez, sont, à n'en pas en douter, les meilleurs pour vous. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pas plus qu'un animal sauvage ne sait s'il y a du calcium, s'il y a des trucs. Ça, je m'en moque royalement. Mais ce que je sens, et ce qui est beaucoup plus vrai, c'est ce que mes cellules savent. Elles sont beaucoup plus fines que tous les laboratoires existants. Alors le petit déjeuner, quand on se lève le matin, généralement on a déjà, ce qui est bien, c'est de boire déjà, de boire de l'eau, froide, chaude, tiède, de faire un petit rinçage digestif. Si possible une infusion, parce qu'avec l'eau seule, si on met de l'eau seule dans la machine à laver, le linge ne risque pas d'être lavé. Et la nature nous a donné toutes les plantes qui contiennent des solvants, des saponifiants, des expectorants, il y a tout. La pharmacie de la nature, la pharmacie dite du bon Dieu, elle est complète. Et le pharmacien Louis Sévelinge, qui est à la source du laboratoire Dietaroma, avait refusé de vendre dans sa pharmacie les produits chimiques. Et il a eu 13 procès par l'ordre des pharmaciens. Mais il a tenu bon. Et il a dit, la nature nous a donné les plantes, avec ça on a fait les huiles essentielles, avec ça on peut tout faire. Et je ne vendrai jamais leur saleté. Bref, il a eu raison. Malheureusement, il y a peu de gens qui ont cet état de conscience. Et je suis heureuse d'en parler et de le citer. Bien, le petit déjeuner, si quand on a bu un verre d'eau froide, chaude, ou avec quelques gouttes d'huile essentielle, ou avec un peu d'hydrosol, ou avec une infusion, on peut faire ça. Et après le petit déjeuner, eh bien que chacun prenne les fruits qu'il aime le plus. Pour certains, ça sera des oranges. Pour d'autres, ça sera des bananes. Pour d'autres, ça sera des dattes. Pour d'autres, ça sera... Laissez faire. Laissez-vous guider par votre instinct. Et vous verrez que là, ça ira très vite bien. Et si vous commencez le petit déjeuner en apportant à votre corps des aliments qui lui apportent de l'énergie et qui se digèrent très facilement, c'est-à-dire qui ne le fatiguent pas. Vous savez quand même que certaines digestions de plats, de repas dits complets, mettent l'individu dans un état de leucémie digestive, de leucocytose absolument épouvantable. D'où l'intérêt de boire un café, un pouce café, mais d'avoir pas tellement la forme et des idées claires après. Ceci dit, quand vous avez mangé des fruits le matin, et si vous en donnez à vos enfants, alors on peut les manger de façon naturelle, c'est le plus simple. Mais on peut aussi, civilisés que nous sommes, utiliser un blender, un mixeur, et faire des cocktails, des purées de fruits, qui sont absolument délicieux. Alors par exemple, vous mettez une banane pour un enfant, vous allez mettre une orange, vous allez mettre des fruits rouges, vous allez mettre des pêches, des abricots, peu importe, vous allez mettre tout ce que vous voulez, et vous faites des purées de fruits absolument délicieuses. Je sais que mes petits-enfants petits, je leur disais, tu veux manger quoi ce matin? Purée de fruits, mamie. À midi, tu veux manger quoi? Purée de fruits, mamie. Le soir, tu veux une purée de fruits, mamie. Et les enfants adorent les fruits. Les légumes, ça vient un peu plus tard, mais au départ, ils sont très attirés par les fruits. C'est ce dont ils ont plus besoin. Alors, si on mange des fruits le matin, on va peut-être manger à midi de façon classique ou le soir. Mais très rapidement, on va avoir de plus en plus besoin de manger naturellement et de manger davantage des aliments vivants, crus, des crudités, des salades, des graines germées. Et petit à petit, on va rentrer. Mais si on ne commence pas par le matin, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est reparti dans le cycle habituel. Et ça y est. Et nos vieux goûts, nos vieilles envies réapparaissent. Et il est certain que plus nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles demandent
le produit qui fabrique le poison dans lequel elle baigne. Et là, on est dépendant, on est drogué alimentairement. Et certains aiment le chocolat. Pourquoi? C'est un excitant hépatique. Quand le foie est congestionné, il a besoin de son excitant qui est le chocolat. Quand le système nerveux est épuisé, on a besoin de café ou d'alcool ou de thé. Et il est impossible de manger des sucres lents sans un excitant. Alors on est nourri, et pratiquement le monde entier à l'heure actuelle, civilisé, est nourri d'aliments cuits, morts et d'excitants. Et on veut être bien avec ça. On voudrait que le monde marche à l'endroit. Mais il ne faut pas rêver, hein. C'est pas gagné. Il ne peut marcher qu'à l'envers. Et à l'envers, on va trouver des solutions à l'envers pour le soigner. Mais voilà, on est en pleine illusion, on a perdu notre connexion à l'intelligence de la vie et on fait tout à l'envers. Ça va rapporter à certaines personnes, mais avec l'argent on n'achète pas tout. On peut acheter une maison, on n'achète pas un foyer. On peut acheter des médicaments, on n'achète pas la santé. On peut acheter des distractions, on n'achète pas le bonheur. Et les vraies richesses, pour y avoir accès, mais il faut que nos cellules fonctionnent bien et puissent avoir accès à ces vraies richesses. Et celles-là, elles valent beaucoup plus cher que tous les richissimes du monde. Une petite leucémique, vous voudriez que je vous raconte cette histoire? Un soir, au cabinet, j'avais un couple qui venait, qui était en traitement avec moi, et ce soir-là, ils avaient amené leur petite fille que je n'avais jamais vue. Et en les faisant entrer dans mon cabinet, j'ai vraiment été prise d'une sorte de... J'ai eu le flash leucémie en regardant la petite. Et je leur ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire avec vous. Je ne vous reçois pas ce soir, vous rentrez chez vous, vous mettez la petite au lit. Mais Madame Grosjean, c'est pas pour elle qu'on est venu, c'est pour nous. Oui, mais vous rentrez chez vous et vous mettez la petite au lit. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, ils ont pu croire que j'étais un peu dérangée. Là-dessus, je suis rentrée, j'ai demandé de l'aide à qui de droit. Et l'idée de ma belle-fille, qui était à ce moment-là interne en pédiatrie à l'hôpital, m'arriva. Je l'appelle, je lui dis ce qui me préoccupe. Elle me dit, envoyez-la à l'hôpital, on va faire des examens. J'envoie. Mais on n'est pas venu pour aller à l'hôpital, on est venu pour aller chez vous. Vous allez à l'hôpital et vous faites. À 6h du matin, elle était dans ma chambre en me disant, on a fait des examens toute la nuit. La petite a une leucémie du type le plus grave. Pour nous, elle en a pour 2 mois et demi à vivre au maximum. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je téléphone à M. Marchesso, l'école de naturopathie, je téléphone à M. Sévelin, Diétaroma, et les deux me disent, il faut la laisser à l'hôpital, toute seule, vous ne pourrez pas. Il faut conjuguer les deux techniques. On l'a laissée à l'hôpital, elle a eu les traitements, mais parallèlement on a changé, modifié le terrain. C'est-à-dire que la petite a été nourrie de jus. J'avais demandé que ses parents soient en permanence à côté d'elle, qu'ils aient une centrifugeuse et que chaque fois qu'elle lui demandait quelque chose, qu'ils lui fassent du jus de carotte, de persil, d'éléments que je leur avais indiqués. Et quand ma belle-fille, interne en pédiatrie, a demandé à son patron si cela était possible, il lui a répondu, perdu pour perdu, on risque plus rien. Donc il a autorisé que ses parents restent et fassent ses jus à la petite. En plus, elle avait des compléments alimentaires indiqués. En plus, elle a été magnétisée tous les jours. En plus, elle a eu des huiles essentielles qu'on n'a pas économisées, qui étaient diffusées dans sa chambre, lesquelles elle a été frictionnée. Mais 2 mois après avoir perdu ses cheveux, après avoir subi le traitement médical de la leucémie, la petite commençait à... Et elle allait de mieux en mieux. Et quelque temps après, elle est sortie toute rieuse dans les bras triomphants de son heureux papa. Elle devait revenir 1 fois par semaine à l'hôpital pour un traitement d'entretien. Au bout de quelques semaines, je me rends compte que le traitement s'était terminé, qu'il fallait l'arrêter. Elle ne récupérait pas. J'en parle à ses parents, qui évidemment n'avaient pas envie, avaient peur de ne pas aller à l'hôpital. Et j'ai remis, et j'ai dit ça, je ne sais pas. Et curieusement,
3 jours après, quand ses parents l'ont amenée à l'hôpital, la petite s'est cabrée, a fait une colère devant la porte de l'hôpital, et son père m'a dit « je ne pouvais pas, elle se serait cassée en deux si je l'avais forcée ». Elle a refusé de rentrer à l'hôpital, donc c'était gagné. Ils sont rentrés chez eux, ils ont fait ce que je disais, et 8 mois après, les examens médicaux ne pouvaient même plus déceler qu'il y avait une leucémie. Et depuis, elle a été de mieux en mieux, les cheveux ont repoussé, l'intérieur de la vascularisation de l'œil était rouge, était lourde comme du plomb. Ça y est, elle était guérie. Elle s'est mariée récemment, elle va très bien. Tout le carburant qu'on met dans le corps humain agit sur tout notre être. Il n'y a pas de spécialisation, il n'y a pas de maladie de cœur, il y a un ensemble. Si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, ces pauvres bêtes, au demeurant herbivores, n'auraient été ni malades et encore moins folles. C'est exactement pareil pour les hommes. C'est pas la peine de chercher midi à 14 h. Respectons les lois, les règles, les principes de la vie et tout ira bien. Ce livre, il y a plus de 25 ans que je l'ai commencé. Puis j'ai écrit mes observations, mais c'est un livre qui relate tout mon travail, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai observé, et qui relate toutes les conséquences de nos inconséquences, et comment on a fabriqué les maladies les plus graves. Alors évidemment, quand je dis que je suis vacciné contre les vaccinations, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Quand je dis qu'en soignant les fièvres des enfants, des fièvres importantes chez un enfant, on en a fait un bossu. Quand je dis qu'en soignant 3 otites avant 1 an, on en a fait un sourd-muet. Et c'est pourtant comme ça que ça existe. Et qu'en soignant toutes les bronchos, toutes les bronchites, tous les chrysasmes, on a fait le sida. Ben oui. Et je pense qu'il va falloir se rendre compte de la réalité des choses. On n'a pas le choix. Où il faut retrouver les lois de la vie, les comprendre et fonctionner comme elle a prévu qu'on fonctionne, ou bien on va le payer cher. Et la souffrance n'est là que pour nous signaler qu'on est dans l'erreur. Elle est juste là, c'est le voyant rouge qui s'allume pour dire « stop, arrête, il y a quelque chose qui ne va pas ». Alors quand le voyant rouge s'allume sur le tableau de bord de notre voiture, qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint pour continuer la route sans qu'il nous gêne? C'est ce que la faculté a appris aux médecins. On a fait du médecin un docteur Knock, mais on n'en a pas fait un médecin de santé qui fait de la santé. C'est pas ce que c'est. Quand vous pensez qu'en faculté de médecine, on ne parle même pas d'alimentation. Ma plus jeune fille a voulu être médecin. Elle avait ses raisons pour ça. En 2e année de médecine, elle m'appelle un jour, elle me dit « écoute maman, quand même, aujourd'hui on a eu tous les cours sur toutes les pathologies digestives, sur toutes les maladies digestives. On a eu toutes les médications, toutes les pathologies, toutes les opérations, mais on n'a pas parlé d'alimentation. Quand même, on aurait peut-être pu en parler là. » Ben oui. L'alimentation, ça n'existe pas. On a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, sans se demander pourquoi ils se sont allumés. Et ça, c'est clair. Heureusement, il y a des médecins qui ont compris ces choses et qui cherchent à vivre et à faire de la vraie médecine. Et Dieu merci, il faut rassembler tous ceux qui veulent aller dans le sens d'une vraie santé et puis conjuguer tous nos efforts et nos connaissances pour faire en sorte que le monde change de sens, qu'il retrouve le bon sens, celui de la vie et de tous ses bienfaits. Les éditions Jouvence, à qui je l'ai donné il y a 3 ans, m'a dit « Votre livre a l'étoffe d'un best-seller, Madame Grosjean, mais je ne peux pas le prendre. » Je l'ai passé aux éditions Ariane, à d'autres éditions. On m'en a dit presque autant. Ben oui, il faut comprendre le sens de ce livre pour avoir le courage de l'éditer, c'est certain. Sinon, il peut paraître complètement fou et je peux avoir l'air d'une hurluberlue et d'une complètement désaxée. Mais je ne suis pas désaxée. Parce que je sais ce que je dis et je peux le prouver. Et je ne demande que cela, d'ailleurs. Parce qu'on ne fonctionne pas sur un plan, on fonctionne dans la totalité. Et l'histoire de faire des spécialisations, des métiers, mais enfin, c'est complètement fou.
Il y a un spécialiste de la jambe droite, un spécialiste de la jambe gauche. Et la jambe gauche, ça s'appelle comme ça, la jambe droite, ça s'appelle autrement. Et on a mis des noms extraordinaires sur tous les symptômes difficiles, comme ça on n'y comprend plus rien. Et moi je prétends que quand on veut se faire comprendre, on parle le langage des gens, on ne parle pas un langage exclusif. Moi je suis sûre que je vais parler aux gens. Parce que pour convaincre, il faut être convaincu. Et on peut être convaincu que si on a pratiqué. Alors il est certain que ce genre de vie que je propose est tout ce qui est de plus économique. C'est écologique, c'est économique. Et en plus, la sécurité sociale devrait donner aux gens qui sont en bonne santé un bonus. Parce que moi, il y a 55 ans que je n'ai pas utilisé ma carte de sécurité sociale. J'ai eu un problème d'appareil dentaire, puisque quand j'étais enfant, j'ai mangé beaucoup de lait et mes dents, donc j'ai un appareil. Et je suis allée à la sécurité sociale à Tarascon et on m'a dit mais on n'a pas de carte à vous, Madame Grosjean. Depuis quand vous n'avez pas utilisé votre carte de sécurité sociale? Oh, ben, je dis depuis la naissance de mon dernier enfant, il y a 55 ans. Je me dis parce que si on n'utilise pas sa carte de sécurité sociale pendant 20 ans, c'est qu'on est mort. Ah, désolée, je suis vivante. Mais franchement, quand on vit, quand on sait traiter son corps comme il doit l'être, on n'a plus besoin de sécurité sociale. Elle pourrait faire des sacrées économies. Et je pense que normalement, les gens en bonne santé devraient avoir un bonus, comme les assurances voitures. Et que ceux en mauvaise santé devraient avoir un malus, parce que ce n'est pas normal d'être malade. Et d'avoir besoin de la société pour pouvoir assurer ses soins. Mais pour pouvoir assurer ses soins de destruction, soyons bien logiques. Alors, il ne faut pas dire que l'alimentation coûte cher. Non, même si les fruits biologiques sont un peu plus chers que les autres, on en mange beaucoup moins que quand on mange des pâtes avec lesquelles il faut de la viande, du fromage, du café, de l'alcool et des médicaments. Avec quelques légumes crus, vous avez une énorme salade. Si vous les faites cuire, vous n'avez plus rien. Il faut dépenser du courant, de l'énergie, et il en faut 5, 6, 7 fois plus. Hier soir, vous avez mangé des asperges crues. Avec 5 ou 6 asperges, vous avez pratiquement mangé. Si on les fait cuire, il en faut au moins 500 grammes par personne. Alors, les graines germées, ça ne coûte 3 fois rien. Il est certain qu'on ne va pas manger forcément tout cru, tout cru, tout cru, tout cru. Et que de temps en temps, on aura encore envie, encore besoin d'un aliment chaud. Alors, j'ai inventé les soupes chaudes crues, et qui sont délicieuses, vous les avez goûtées. Hein? Alors, c'est juste un peu chaud, mais l'hiver, après un repas de crudité, parce qu'il est important de manger tout ce qui est cru en premier pour activer les sécrétions digestives, et comme dessert, une petite soupe chaude, ça remplace l'infusion, mais une petite crème, un petit velouté de champignons ou de chou-fleur curry ou de poivron gingembre ou de carottes sauge. Il y a des tas de choses absolument délicieuses et des recettes que vous trouverez sur santénaturopathie.com. Il y a une dizaine de soupes qui peuvent faire que si on aime la soupe, on peut se faire une petite soupe crue et chaude et délicieuse. Et préparée en 2 minutes avec beaucoup moins d'aliments que quand il faut les cuire. Apparemment, je crois avoir eu tous les cas de maladie possibles, dans la mesure où le malade n'a pas été hyper traité avec des médicaments puissants, c'est-à-dire qu'on n'a pas détruit son système d'autodéfense et qu'il est déterminé à faire ce qu'il faut, parce que ça ne se fait pas tout seul, il y a quand même des efforts à faire. On a des habitudes terribles et on vit dans un monde où on est conditionné totalement pour faire tout ce qu'il faut à l'envers. Alors il est certain que pour moi toutes les maladies sont guérissables, mais ça ne veut pas dire que tous les malades le sont. Il y a une nuance. J'ai eu 2 sidéens, dont le président des sidéens de Genève. Il y a des présidents partout. Après 4 ans de transformation profonde, il avait une forme extraordinaire et plus de virus.
Et le deuxième est devenu en 2 ans directeur de l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc il va bien. Les hommes qui, en mangeant ce qu'il ne faut pas, remplissent les hôpitaux, les prisons, les asiles psychiatriques et ont besoin d'usines d'armement. On n'est pas fait pour ça. L'homme est fait exactement comme les cellules dans son corps. Il n'y a pas un homme plus important que l'autre, comme il n'y a pas une cellule plus importante. Mais nous sommes chacun faits pour travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Et le bonheur et la créativité, il est là, il n'est pas ailleurs. J'avais une de mes clientes, Simone Jouglas, qui était la centenière célèbre de Marseille, et que j'ai pris un traitement, elle avait quoi, 75 ans. Et à 90 ans, elle me disait « Madame Grosjean, parlez du rajeunissement. Cet hiver, j'ai travaillé plus que d'habitude, j'ai 90 ans, j'ai pas senti le froid, je ne suis pas fatiguée, et depuis que je mange pratiquement tout cru, c'est formidable. Parlez du rajeunissement, parlez-en. » Parce qu'on peut être jeune à 90 ans, puis on peut être vieux à 15 ans. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? La vie ne peut être que tout de bon sur tous les plans. Je dis merci à la vie tous les jours. Et je n'ai pas assez de temps pour m'émerveiller de tout ce qu'elle m'apporte et de tout ce qu'elle apporte à ceux qui la suivent. C'est peut-être ça le paradis.